Bonjour à tous, bienvenue à Discours Animal. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir la directrice générale d'Anima Québec, Chantal Hallinger. Allô? Bonjour. Donc, elle vient nous parler de bien-être animal et surtout de son champ d'expertise. Très contente de vous recevoir. Merci beaucoup de l'invitation. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer c'est quoi ton parcours? Je suis vétérinaire de formation. Comme beaucoup de médecins vétérinaires, c'était une passion depuis que j'étais très, très jeune. Mais en fait, il y a eu une petite particularité, c'est que quand j'étais jeune, j'étais comme bien des enfants. Quand je voyais des animaux souffrir, des chiens perdus, des chats perdus, blessés, je voulais tout faire pour les aider. Puis j'avais de l'initiative, fait que j'appelais les SPCA, les cliniques vétérinaires locales. Puis on me disait souvent, on peut rien faire. Donc ça, c'était une grosse source de frustration pour moi depuis que je suis très jeune. Et j'ai commencé à ce moment-là à harceler mon vétérinaire local. J'allais le voir en bicyclette, je pense, à toutes les semaines pendant des années, pendant au moins 3 ou 4 ans, en fait. Puis dès que j'ai eu mes 16 ans, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Est-ce que tu aimerais venir commencer à nettoyer des cages avec nous, faire des petits travaux avec nous? On sait que tu veux travailler ici. » Fait que c'est ce que j'ai fait. Et ça a confirmé que c'était ça que je voulais faire. Et j'ai donc continué mes études. J'ai travaillé très fort pour être capable de rentrer à la faculté. Et ça a fonctionné. Et j'ai fait mes études et j'ai commencé à pratiquer par la suite. Mais cette passion-là, du bien-être général, là, du bien-être animal en général, était toujours là. Et quand je faisais des recherches, je trouvais ça un peu frustrant parce qu'il y avait très peu de débouchés. Il n'y avait pas vraiment d'association qui existait. Hein. On parle de avant les années 2000. C'était une autre époque. Et j'ai continué mon parcours en me disant que si j'avais l'occasion de faire quelque chose, j'allais le faire. Et un jour, au fil de mes recherches puis des initiatives que j'essayais de prendre à l'extérieur de la pratique vétérinaire, j'ai vu qu'il y avait peut-être une possibilité à travers l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Et c'est comme ça que je suis rentrée sur le conseil d'administration de la MVQ. Et il y avait des rencontres souvent avec soit le gouvernement ou la Ville de Montréal pour parler justement des conditions au niveau bien-être animal puis gestion animalière. Et c'était les balbutiements à l'époque, mais j'adorais ça et ça, encore une fois, ça a confirmé que c'était vraiment vers ça que je voulais aller. Donc, j'ai poursuivi dans cette voie-là. J'ai cherché à voir où je pouvais m'impliquer. J'ai siégé sur le conseil d'administration d'Anima Québec, ce que j'aimais beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bâtir un réseau un petit peu à l'extérieur de la pratique vétérinaire, plus dans ce domaine-là. Toutes sortes de personnes qui travaillaient, vétérinaires ou non, techniciennes en santé animale, qui travaillaient dans le domaine des animaux, puis qui avaient un intérêt pour ça aussi. Et au fil du temps, finalement, au début de l'année 2021, on m'a contacté pour me demander si je serais intéressée à la direction générale d'Anima Québec. Et j'ai accepté et je suis là depuis l'automne 2021. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi Anima Québec? Oui, bien en fait, Anima Québec, c'est un acronyme. C'est pour Association nationale d'intervention pour le mieux-être des animaux. C'est ça le ANIMA de Anima Québec. Et c'est un organisme qui a été fondé en 2002 par le MAPAC. OK, quand même. Oui. À l'époque, il y avait évidemment une autre visée par rapport à ça. Mais moi, je me souviens d'avoir été dans des rencontres dès ces années-là. On était beaucoup autour de la table et on était vraiment dans les débuts d'un mouvement qui commençait. Il y avait déjà quelques lois en place, soit fédérales, provinciales, mais rien de très défini. Il n'y avait pas vraiment d'inspection ou de type d'inspection comme on l'entend aujourd'hui. Donc, ces discussions-là étaient très fructueuses quand même, parce qu'on était beaucoup d'intervenants à se retrouver autour de la table, des vétérinaires, des dirigeants des SPCA, toutes sortes de personnes du milieu
variés, beaucoup centrés sur les chiens et les chats par contre, faut le dire. Puis à ce moment-là, il a commencé à se former comme toutes sortes de mouvements et éventuellement, Anima Québec a commencé à prendre diverses directions. Il y a eu une petite période où Anima Québec a vraiment fait partie de l'inspection au MAPAC. Hein. L'inspection, c'est vraiment quand les gens déposent des plaintes pour ce qu'ils perçoivent comme étant peut-être de la cruauté animale. Et là, les inspecteurs du MAPAC vont sur place vérifier. Ça n'a pas duré très longtemps pour Anima Québec. Le MAPAC a repris cette tâche-là. Et par contre, Anima Québec est devenue comme indépendante, comme OBNL. Et elle a décidé de vraiment se consacrer à aider surtout les éleveurs. Parce qu'on se rendait compte qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup d'aide pour les éleveurs, très peu de formation. Je dis « on » parce qu'à l'époque, je siégeais sur le conseil d'administration. Et on trouvait ça assez dommage. Puis on rencontrait des éleveurs qui avaient vraiment des standards très élevés, qui voulaient très bien faire, mais ils allaient toujours chercher la formation, soit aux États-Unis, en Ontario, etc., etc. Même les vétérinaires qui essayaient de pratiquer dans ce domaine-là avec eux, des fois, il manquait un petit peu de notions. Donc, on a décidé à ce moment-là, chez Anima Québec, de vraiment concentrer nos actions sur tous les outils qui pouvaient aider les éleveurs à améliorer leur pratique, leur travail. Fait que maintenant, vous fournissez des formations ou des marches à suivre pour des éleveurs? En fait, ce qu'on fait en ce moment et depuis quelques années, je vous dirais que depuis 3 ans, ça a changé un petit peu de façon radicale parce que ce qui est arrivé au début dans le changement de cap d'Anima Québec, c'est qu'il y a eu des carnets qui ont été créés, des carnets qu'on appelle des carnets d'exigence. Puis c'est comme un peu un code de pratique. C'est-à-dire que c'est tous les éleveurs très expérimentés, les médecins vétérinaires spécialisés en médecine d'élevage. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis autour des tables et qui ont vraiment créé des carnets très spécifiques. Fait que je vous donne un exemple. Un éleveur peut être un éleveur qui a 4 chats chez lui, dans sa maison. Ça, on appelle ça du résidentiel. Comme un éleveur peut aussi être quelqu'un qui a un bâtiment annexe complètement dédié à son élevage, qui est sur le site de sa résidence ou ailleurs. Donc, il va y avoir un carnet qui va être spécifique pour l'éleveur qui a son élevage chez lui et un carnet qui va être spécifique pour l'élevage qui va être annexe, qu'on appelle. Fait que si on compte qu'il y a les chats, il y a les chiens, et maintenant on a ajouté les pensions, canines et félines, on a 6 carnets. On en avait un 7e qui était dédié aux chiens de traîneau, hein? Mais ça, on a décidé de mettre ça de côté pour l'instant parce qu'il y a d'autres associations qui font un excellent travail par rapport à ça. Et nous, on pourrait peut-être les aider éventuellement. Ça serait au niveau de notre grande exclusivité qui existe depuis 2021. Ça a officiellement commencé en 2022, c'est qu'on est le seul organisme au Québec, comptant toutes les associations et les OBNL, qui exige une visite obligatoire du lieu d'élevage. Et ça, c'est vraiment incontournable. Ils doivent avoir cette visite-là pour obtenir le sceau Anima Québec. Ouais. Ça se fait au terme d'un long processus. Je dis long, mais on en a, ils reçoivent le carnet et sont déjà tellement A+, disons, qu'en dedans de quelques semaines, on les certifie, la visite se tient lieu, puis finalement, tout va bien, puis ils ont leur certification dedans d'1 mois. Mais il y en a d'autres, puis ça, on est là pour ça. C'est plus long parce qu'on les accompagne. Et ils vont recevoir le carnet. Ils vont dire, ben là, moi, ça fonctionne pas sur tel aspect, j'ai pas ce qu'il faut, qu'est-ce que je fais? Et c'est là qu'on est là pour les aider parce qu'on a une équipe d'éleveurs dédiée à ça, qui va leur donner un coup de main, qui va leur donner les bons contacts, les bons sites Internet à aller consulter, c'est quoi les meilleurs achats à faire côté rentabilité, efficacité aussi. Donc, c'est ça le soutien, dans le fond, c'est notre raison d'être, d'aider ces éleveurs-là à améliorer leurs standards de pratique. À bien faire. Oui. Puis sans voir en détail tout le carnet, ça ressemble à quoi à peu près les exigences? Il y a énormément d'exigences. Des fois, quand ils le reçoivent, ils disent « Oh, OK, on a eu une éleveur, justement, qui a reçu le carnet. » Je vous donne un exemple très concret. Puis elle dit, ben là, je lis la partie sur la ventilation. Ben moi, je peux pas me payer un système de ventilation de 100 000 $. Puis finalement, il a dit, ben non, c'est pas nécessaire. Vous avez des options qui sont beaucoup moins coûteuses. Fait que tu sais, juste la ventilation, c'est un aspect. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de critères.
Puis, ça couvre évidemment les choses de base. Hein? Quand on parle de bien-être animal, on pense toujours à la grandeur de la cage, la possibilité d'aller faire de l'exercice peut-être à l'extérieur, dans certains cas, surtout les chiens, bien sûr, la nourriture, l'abreuvement, toutes ces choses-là qui sont de base. La chose qui se rajoute maintenant un peu plus en 2025, c'est tout l'aspect socialisation. Parce qu'on a tellement d'animaux qui se retrouvent dans les refuges, même des animaux de pure race, qui se retrouvent dans les refuges parce qu'ils ont été mal socialisés, séparés trop jeunes à la naissance de leur mère, pas assez mis en contact avec d'autres animaux et d'autres êtres humains. Donc, on sait qu'il y a un pourcentage extrêmement élevé d'animaux qui se retrouvent dans les refuges ou en euthanasie, très jeunes, des fois des 1 an et demi, 2 ans, parce que cet aspect-là a été négligé. Fait que ça fait partie de notre carnet aussi. Puis le troisième aspect, c'est la relation avec le médecin vétérinaire ou les intervenants avec qui ils font affaire, incluant l'adoptant. Il y a beaucoup d'éleveurs qui négligent un peu cet aspect-là et on veut promouvoir le fait que d'avoir une belle relation harmonieuse avec le médecin vétérinaire, ça va aider beaucoup pour plein de choses, évidemment. La biosécurité, les vaccins, les choses de base. Mais ça aide aussi dans le quotidien. Quand on parle biosécurité, il y a des gens qui se lancent dans l'élevage en sachant pas trop. Nous, des fois, on se fait contacter par des gens. J'aimerais ça être éleveur, mais j'ai pas décidé chien ou chat encore. Tu sais, quand t'en sais pas trop, des fois, tu peux faire des erreurs qui sont extrêmement dommageables, non seulement à la personne qui fait ça, mais aussi aux animaux. Fait que si on parle juste biosécurité, le fait d'avoir des connaissances au niveau de toutes les maladies respiratoires chez les chats, qui sont très contagieuses et souvent chroniques, ben juste d'aborder cet aspect-là avec eux, là, ils deviennent beaucoup plus conscients du fait qu'ils peuvent aller chercher plein d'informations auprès de leur médecin vétérinaire ou tu sais, même des fois, c'est des cliniques vétérinaires, il y a des techniciens en santé animale qui peuvent les aider, bon. Et que ça, c'est le troisième aspect des carnets et incluant la relation avec l'adoptant. C'est-à-dire que nous, on révise tous les contrats, on les aide à justement bâtir un contrat qui est juste et raisonnable. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, il n'y a pas de contrat type. Et dans bien des cas, les éleveurs vont mettre des clauses et ça ne s'appliquera pas s'il y a une plainte, dans le fond, d'un propriétaire d'animal. Parce que la loi est faite de façon que s'il y a un préjudice ou il y a quelque chose qui va pas bien, ben très souvent, les faits vont être regardés. Fait que tu auras beau avoir un contrat avec toutes sortes de détails dedans. Il faut que tu prévois que ça soit raisonnable aussi. Fait que nous, on les aide avec ça. Et aussi, on veut éviter le scénario qui est assez commun, malheureusement, maintenant, où les gens adoptent un animal, ils croient que c'est un éleveur recommandable. Ouais. Le fameux éthique et responsable, on pourrait en parler très longtemps. Ils croient ça, ils adoptent un animal, 2 semaines après, l'animal va mal, il est malade physiquement ou autre, puis ils n'ont plus de service au numéro. Et ça, c'est extrêmement frustrant pour les gens. Ça arrive beaucoup, de plus en plus même. Et ça, on veut éviter ça. Et tous les éleveurs qui sont certifiés Anima Québec et les propriétaires de pension aussi, ils ont un devoir, une obligation envers l'adoptant. Et ils doivent garder le contact avec l'adoptant, fournir leurs coordonnées si jamais il y a un changement. Et aussi, disons, faire un suivi raisonnable. Il y a des éleveurs, par choix, ils vont garder contact. Des fois, toute la vie de l'animal, ils gardent le contact avec les propriétaires. Tellement ils ont une bonne relation. Je connais des éleveurs, ils sont rendus à la 2e, 3e génération et ils sont encore en contact avec les gens qui ont adopté le premier. Fait que c'est très beau de voir ça. Puis c'est ça qu'on essaie d'encourager. On va pas toujours dans cet extrême-là quand même, mais on demande quand même un minimum pour que l'adoptant soit pas pris au dépourvu s'il y a un problème grave avec l'animal. Moi, j'ai été quand même quelques années en refuge et malheureusement, j'avais une très mauvaise vision des éleveurs parce que, ben justement, à cause de tous les animaux de refuge ou qui se retrouvent dans la rue ou etc. Mais ce que tu me dis, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent bien faire quand même. Beaucoup veulent bien faire. Il y a aussi, le fait est qu'au Québec, l'élevage est légal. Dans le fond, tous les élevages sont légaux. Que tu veuilles faire de l'élevage de race pure, de race unique,
sans être enregistré. Hein, ça, c'est une définition. Ça, c'est vraiment fédéral comme dénomination. Tu dois t'appeler une race unique à ce moment-là. Si tu décides de faire des croisements, c'est des chiens qu'on appelle hybrides ou des chats hybrides. Donc, tous ces élevages-là sont légaux. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ils sont légaux. Donc, l'idée, c'est de les encadrer le mieux possible et de leur fournir cette source d'information-là pour qu'ils soient dans les normes les plus élevées d'élevage. C'est certain que quand on parle des animaux qui se retrouvent dans les refuges, malheureusement, c'est souvent des élevages qui sont considérés moins que recommandables. Les gens adoptent un petit peu sur les coups de tête. Ils vont sur les réseaux sociaux beaucoup. C'est pas évident. Donc, des fois, là, les enveloppes brunes dans les stationnements qui contiennent des milliers de dollars pour un animal, et comme je vous disais tantôt, 2 semaines après, ils sont plus capables de rejoindre cette personne-là. C'est malheureusement des choses qui arrivent. Mais le but, c'est que les bons éleveurs qui adoptent des pratiques là, de A à Z qui sont recommandables, puissent se retrouver sur un même saut, puis pouvoir dire, moi, je me démarque, j'ai fait tout le processus Anima Québec et j'ai mon saut d'approbation. Y en a-tu beaucoup au Québec? Comme si, mettons, moi, je veux adopter un chiot d'un éleveur, est-ce que je peux aller voir puis chercher ma race, ou ça commence? Ça commence tout juste. En fait, on est en rodage depuis 3 ans. C'est dur, c'est difficile, hein, c'est bizarre à dire, mais c'était tellement révolutionnaire ce qui s'est passé il y a 3 ans avec la nouvelle visite obligatoire que c'est certain que c'est un processus volontaire. Hein. Donc, on a eu beaucoup d'éleveurs qui ont un petit peu été pris de court par ça. En plus, il faut le savoir qu'au Québec, on savait, au début de l'année 2022, on était à une époque où déjà, le MAPAC, là, notre ministère d'Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec, qui s'occupe de la sécurité, santé et du bien-être des animaux de compagnie, comme tous les autres animaux, il était en processus de bâtir un projet de loi, un nouveau projet de règlement, en fait. Et donc, on savait que ça s'en venait, ça. On ne savait pas quand. On ne savait pas si ça allait être adopté dans l'année ou dans 5 ans. On n'avait aucune idée. Et donc, chez Anima Québec, nous, en sachant ça, on a dit, OK, on impose la visite tout de suite. Mais on savait que dès que le règlement allait être adopté, puis après ça, bien, une fois que c'est adopté, bien, la mise en vigueur, des fois, c'est très rapide, mais des fois, ça peut aller plusieurs mois plus tard. Dans notre cas, pour ce règlement, le fameux règlement B-3.1, bien, ce fameux règlement-là a été adopté à l'automne 2022. Il a été mis en vigueur le 10 février 2024. Mais ça a changé beaucoup les choses aussi. C'est pour ça que nous, on ne voulait pas partir en fou, commencer à certifier plein d'élevages, mais on a eu énormément de demandes. On a mis tout ça sur une liste d'attente. Maintenant, on a des dizaines et des dizaines, plus d'une centaine d'établissements qui attendent notre retour. On y a été seulement avec quelques élevages qui étaient un peu aussi des projets pilotes. Fait qu'on a choisi des élevages qui étaient familiers avec Anima Québec déjà. On a travaillé avec eux pour améliorer le processus. On est rendu à notre 5e version en ce moment. Et on a aussi commencé 2 projets pilotes, c'est-à-dire avant, Anima Québec se dédiait beaucoup aux élevages de race pure ou de race unique. Et plus race pure, qui est vraiment ce sont des chiens ou des chats enregistrés sous des associations qui font ce travail-là, qui est un travail très important par ailleurs, parce que c'est ces associations-là qui défendent l'intégrité, dans le fond, des races pures. Puis ça, c'est super important pour pas que les races perdent leurs standards. Donc, eux, ils s'occupaient de cette partie-là. Mais la race unique qui n'est pas enregistrée, c'est-à-dire que si un propriétaire dit, comme exemple, je vous donne un exemple, on a un éleveur chez Anima Québec qui élève du Golden Retriever, et lui, c'était un choix à l'époque de ne pas vouloir s'enregistrer. Ils veulent pas faire nécessairement les concours, toutes ces choses-là. Mais c'est quelqu'un d'excessivement rigoureux qui voulait les pédigris. Ça n'empêche pas que si c'est pas enregistré, qu'on a quand même un registre des naissances, on a les dossiers vétérinaires, les tests génétiques, les tests de consanguinité, toutes ces choses-là peuvent être appliquées pareil. Fait que lui, il a décidé de faire ça, fait qu'on a dit, voulez-vous être notre projet pilote pour un élevage race unique? Oui, donc avec lui, M. Lafrenière est avec nous depuis 3 ans, puis on travaille sur ce type d'élevage-là. L'autre type d'élevage qu'on n'avait pas fait, c'était les races hybrides. C'est-à-dire, hein, vous savez,
Il y a une montée fulgurante en ce moment d'intérêt pour... Les Golden Doodle. Golden Doodle, Cockapoo, Yorkie Poo. C'est tous des croisements souvent avec des caniches, là. Hein? Les poux, c'est poodle. Mais il y en a plein d'autres maintenant. C'est incroyable. Ça, c'est planétaire. C'est mondial. Ah ouais? Absolument. Et même en Asie, c'est en montée fulgurante, beaucoup plus rapide qu'ici. Mais tu sais-tu pourquoi? C'est que il y aurait plusieurs raisons à ça. Moi, j'ai posé la question à plein de gens qui se connaissent un petit peu plus que moi au niveau international. Il y aurait plusieurs raisons à ça, mais tu sais, on n'a pas encore trouvé c'est quoi la raison officielle. Je pense que ça fait des chiens mignons, ça c'est certain, il y a un intérêt. Puis ça fait nouveau, il y a un aspect de nouveauté à ça. Les gens aiment beaucoup l'aspect de nouveauté. Tu sais, on se rappelle les Golden Doodle là, à l'époque quand ça a commencé. C'était tellement inédit, puis ça avait un look inédit. Ça a commencé comme ça. Puis je pense que c'est un peu resté là-dedans. Et au fil du temps, on s'est mis à appeler ça dans le milieu les designer dogs. C'est comme un chien conçu sur mesure, si on peut dire. Là, puis, mais qui ont des caractéristiques des fois qui sont désirées par les propriétaires, disons. Et les éleveurs, évidemment, qui décident de faire ça. Mais c'est très controversé parce que malheureusement, il y a eu des fois des expériences moins agréables avec certains élevages, tout comme il peut y en avoir aussi avec tous les types d'élevages. Ça, il faut le dire en partant. Là, Anima Québec désirait beaucoup se démarquer aussi en disant on ne juge pas le type d'élevage qu'une personne va décider de faire. Tant que c'est légal, puis on s'entend qu'il y a quand même une base d'éthique. Parce que croiser, je vais vous donner un exemple très grossier, là, croiser un Saint-Bernard avec un Chihuahua, c'est pas une bonne idée. Puis on a vu des croisements aussi beaucoup moins recommandables. Il y a toutes sortes de choses là, qui ont émergé dans les dernières années. Et on ne veut plus aller là. Donc, on ne veut pas encourager ce type d'élevage-là. On a eu des demandes des fois chez Anima Québec, on l'a expliqué très respectueusement à ces personnes-là qu'il n'est absolument pas question pour nous d'encourager ce type d'élevage-là. Mais quand ça reste dans le régulier, on va le dire comme ça, pour faute d'un autre terme, là, à ce moment-là, ben, ce sont des élevages qui ont besoin d'être encadrés, qui en ont besoin. D'une manière ou d'une autre. Là. Donc, on a commencé avec un premier élevage qui a été notre projet pilote depuis le début, qui est le Centre Zoo. Et ça se passe très, très bien. Cette personne-là nous a aidé beaucoup à améliorer notre façon de faire le processus. Et on va continuer dans cette veine-là en acceptant maintenant tranquillement, pas vite, divers élevages. On a des élevages aussi qui font de la race pure ou de la race unique, mais qui en font plusieurs. Fait que ça aussi, des fois, c'est moins bien vu, c'est un peu controversé, mais pourquoi pas? Si la personne fait bien les choses, elle a des quartiers dédiés pour ça, elle fait tout ce qu'il faut faire pour que les animaux soient en santé mentale et physique, ben on peut tout à fait les encadrer puis donner le OK. Moi, j'ai comme question de est-ce que ça a des effets néfastes, justement, de prendre en fait, des caractéristiques de mettons, à notre goût, à nous. Fait que moi, je veux un chien de la couleur merle, fait que je vais prendre un berger australien, mais je veux qu'il soit frisé puis fin, fait que je vais prendre un caniche. Mais si on mixe tout ça ensemble, ça a-tu des effets? Bien, ça, c'est une excellente question qu'on se fait beaucoup poser. Puis, je suis pas la meilleure personne pour y répondre, mais je me suis quand même renseignée. Il y a au Québec, comme partout ailleurs, il y a des spécialistes, des experts qui sont soit des experts en génétique, en reproduction, et qui travaillent beaucoup avec tous les élevages de tout type. L'idée générale, c'est que tant que tu ne reproduis pas des caractéristiques nuisibles, ben tu veux produire un animal en santé. Le fait de croiser deux races, ça ne produit pas nécessairement des caractéristiques nuisibles. Il y a des animaux qui sont croisés, qui sont hybrides, qui sont en excellente santé. Surtout, je vais vous donner un exemple qui est très, très commun. On a beaucoup d'éleveurs de races pures qui ont vu que leur race était moins populaire. Et là, ils ont dit, OK, ils ont contacté quelqu'un, souvent un éleveur de caniche, pour dire, ben écoute, cette race-là est en montée, l'intérêt monte pour ça,
Puis moi, j'ai des excellents individus, c'est un excellent élevage, puis toi aussi. Alors, pourquoi on ne se met pas ensemble pour en produire? Et ça fait des très, très beaux chiens ou des très beaux chats. Les chats, c'est moins populaire, par contre. Les croisements au niveau des chats, c'est plus délicat. Les chats, c'est toujours un peu plus complexe. C'est pour ça qu'on les adore. Oui. Mais les chiens, là, ça peut faire des très beaux individus. Puis, je vais vous donner l'autre côté de la médaille. Il y a des élevages qui paraissent bien, qui semblent faire des très belles choses, mais ça n'empêche jamais qu'il n'y a personne qui fait un contrôle au niveau de l'élevage au Québec. Personne, ni même Anima Québec, ni l'inspection. Mais tu peux élever une race pure, une race unique, et il peut y avoir un excellent contrôle, un excellent protocole au niveau de tout ce qui concerne la santé mentale et physique de ces animaux-là, incluant la reproduction, hein, comme il peut y avoir aussi des choses moins recommandables. Donc, les problèmes, exemple, je vous donne un exemple, si une personne reproduit une race pure, puis qu'elle sait très bien, on sait que chaque race a des fois des petites maladies un peu plus communes. Hein? Il peut y avoir dans telle race une maladie oculaire qui est plus commune, une maladie cardiaque. Mais si la personne ne fait pas faire les tests génétiques, ou qu'elle les fait faire, mais elle n'avoue pas que cette problématique-là est dans son élevage, bien, les animaux qui sont produits, ils sont beaux. Physiquement, ils sont beaux, sont d'une race, mais ils ont ce problème-là et ils vont l'avoir. Tu sais, moi, on a des gens, des fois, qui nous contactent, puis récemment, on a eu quelqu'un qui nous a contactés pour avoir de l'aide parce que son animal a 1 an et demi et il est devenu aveugle. Son chien, il n'est pas capable de rejoindre l'éleveur. Puis c'est un élevage de race pure. Donc, ça peut arriver dans tous les élevages. C'est pas parce qu'on élève une race plus qu'une autre ou qu'on fait du croisé ou du hybride qu'on est moins bon ou meilleur parce qu'on fait un autre type d'élevage. C'est vraiment au niveau de ce qui se passe dans le concret du quotidien de cet élevage-là. C'est pour ça que les carnets d'exigence d'Anima Québec, ils font le détail de tout ça. Et à la fin, il y a une visite pour confirmer toutes ces choses-là. La visite se fait aussi par une personne totalement indépendante en passant, jamais par un autre éleveur. Elle se fait par une personne, souvent des techniciennes en santé animale, des vétérinaires, font ça de façon ponctuelle. On a des gens aussi qui peuvent être de d'autres corps de métier, policiers à la retraite, par exemple. Puis on fait une formation et ils vont visiter l'élevage. Puis tout ça est fait dans le respect de l'éleveur. On ne va jamais aller visiter sans la permission de l'éleveur. Puis des fois, les gens nous disent « Ouais, mais là, c'est sûr que si vous faites ça, vous les accompagnez, vous les prenez par la main avec le carnet, bien, c'est sûr qu'ils vont réussir à la fin. » Ben oui, c'est ça le but. C'est exactement ça le but. Puis on le fait justement pour les soutenir, puis on continue à les soutenir après. On refait la visite 1 an plus tard, mais durant cette année-là, on leur dit, vous nous contactez n'importe quand, vous avez un problème. Et ça arrive. Des fois, c'est des problèmes avec la municipalité, avec un client. Ça peut être plein de choses. Mais on est là pour les soutenir. T'allais-tu dire quelque chose? Oui, en fait, je voulais savoir si, par exemple, moi, je cherche un éleveur, est-ce qu'il y a des questions que je dois poser justement pour m'assurer que tout est fait? À part avoir le logo Anima Québec. Ouais. Mais ça, c'est un bon. Mais est-ce qu'il y a des questions? Justement, tu parlais des maladies. Bien, moi, je dis toujours aux gens, renseignez-vous le plus possible. Il y a une foule d'informations sur Internet maintenant. Fait que, décider quelle race j'aimerais adopter. Est-ce que je veux une race pure? Est-ce que je veux une race unique? Est-ce que je veux un hybride? Si je veux un hybride, est-ce que je veux 2 races, 3 races, 4 races? Parce que maintenant, il y a des élevages qui font ça. Donc, renseignez-vous le plus possible sur ce qui vous convient, puis évidemment, la bonne vieille méthode de dire, ben mon mode de vie à moi, mon style de vie, c'est quoi? Est-ce que je vais être capable, dépendamment, est-ce que c'est un chien ou un chat, mais est-ce que je vais être capable de répondre aux besoins de cet animal-là? Ça, c'est la première chose de base. Puis même, de toute façon, dans l'adoption générale, hein, quand on travaille dans les refuges, j'ai fait un petit peu aussi de travail au niveau des refuges, je veux dire, c'est important que les gens comprennent que l'adoption d'un animal, c'est pour longtemps, c'est plusieurs années, c'est 24 heures sur 24. Donc, il y a un certain engagement financier aussi maintenant, hein, encore plus maintenant avec au niveau de l'économie, on sait tout ce qui se passe. Donc, toutes ces choses-là sont importantes à la base. Après ça, une fois qu'on a choisi notre race, là, on peut commencer à faire nos devoirs. On peut commencer, il y a plein sur Facebook, il y a plein de sites
où il y a des éleveurs qui sont là, ils vous expliquent comment ils fonctionnent. Puis je vous dirais que plus l'éleveur est transparent au niveau des tests de santé, des tests génétiques, de la visite de l'établissement, ça, c'est un gros point. Ce que je disais au début, tantôt de notre discussion, c'est si ça vous semble un peu étrange, la méthode de paiement, le fait qu'il va falloir qu'on fasse l'échange dans un stationnement, souvent on va dire « Ah, mais c'est mieux pour... parce que je veux pas contaminer mon élevage, la biosécurité, c'est important. » Oui, mais il y a des façons d'entrer dans un élevage qui sont tout à fait correctes au niveau biosécurité. Il faut être à l'affût de ça. Il y a quelque chose qui cloche si la personne ne veut pas que vous voyiez son établissement, si elle ne veut pas vous donner son adresse. Des fois, il y en a qui disent, je ne vais pas donner mon adresse parce que après ça, les gens reviennent chez moi me déranger, puis ils savent où j'habite, puis ils savent où se situe mon élevage. Des fois, il y a d'autres alternatives. Des fois, ça peut se faire à la clinique vétérinaire elle-même. Des fois, il y en a qui vont prendre rendez-vous. Je ne vous dis pas que c'est tous les cas, mais il y a d'autres façons de procéder pour que cet échange-là se fasse d'une belle manière. Puis, je vous dirais que évidemment, de savoir que vous pouvez rejoindre l'éleveur tout le temps après, ça, c'est un gros point. C'est sûr qu'ils vont vous dire oui, c'est sûr, vous allez pouvoir me rejoindre à ce numéro-là. Puis des fois, on a des mauvaises surprises. Mais dites-vous que le plus que vous sentez que le processus est transparent, puis qu'on vous fournit des documents fiables, puis n'hésitez pas à consulter votre vétérinaire, des personnes, éducateurs canins, personnes que vous voyez, des associations de races. Il y a plein d'associations de races. Puis souvent, les associations de races, là, ils ont une expertise extraordinaire sur cette race-là. Et ils vont vous dire, voici des très bons éleveurs. Puis vous allez pouvoir contacter l'association aussi si vous voyez que vous avez un problème, puis cet éleveur-là est parti en vacances un mois. Tu sais, on ne sait jamais. Vous contactez l'association, puis ils vont vous aider aussi avec la race que vous avez choisie. Fait que je m'arrête là parce qu'on pourrait, on pourrait parler de ça éternellement, mais c'est la base. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi cette fameuse nouvelle loi? En fait, oui. C'est un règlement. Moi, je suis pas juriste et j'ai pas d'expertise, mais il y a une différence entre une loi et un règlement. Là, on parle d'un règlement. Okay. Puis le règlement, qui est le B-3.1, comprend plusieurs, des dizaines d'articles. Chaque article définit des choses très spécifiques que tu dois faire, pas juste en tant qu'éleveur, mais on parle des lieux de garde. Fait que tout lieu de garde, c'est-à-dire même un propriétaire qui aurait 2 animaux ou un animal même, peut pas contrevenir à ces articles-là. Ce qui est très intéressant de ce règlement-là, c'est qu'il y a des nouveaux éléments qui n'étaient pas là avant. Je vais vous en donner quelques-uns qui ont frappé beaucoup les gens parce que c'était inédit. L'interdiction du dégriffage. Il n'y a plus de dégriffage au Québec maintenant qui est légal. Ça comprend que, exemple, les gens qui vont dire, moi, je vais aller adopter en Ontario parce que là, ils ont le droit encore de dégriffer. Normalement, vous n'êtes pas supposé d'avoir un animal dégriffé si le 10 février 2024, il n'était pas né. Voilà. Fait que toutes les chirurgies qu'on appelle non essentielles, dégriffage, coupe de queue, coupe d'oreille et quelques autres, là, mais ça, c'est les principales. Ça ne doit plus se faire au Québec. Fait que ça, c'est ceux qui ont vraiment eu un gros impact. Il y a d'autres spécifications. Je ne vous nommerai pas tous les articles puis ce qu'ils comprennent, mais il y a des choses très spécifiques par rapport à la socialisation des animaux. Ça, c'est pour empêcher justement les problèmes de comportement. Puis on sait qu'au niveau des chiens, on a un petit peu une gestion à faire maintenant au niveau des chiens qui ont peut-être un potentiel d'être dangereux. Donc, ça comprend des explications très claires sur ce qui est un minimum requis. Wow. Un autre article va dire, exemple, vous n'avez pas le droit de séparer les chatons et les chiots s'ils ont moins de 8 semaines de leur mère. Il ne faut pas, si vous allez voir un éleveur, puis vous dire, là, je vous le donne à 7 semaines, 6 semaines, parce que c'est correct, cette race-là, c'est correct, ou, la mère est morte, puis j'ai pas d'autres mères qui peuvent s'en occuper. Ça, c'est un point, là, un petit peu, il faut faire attention. Normalement, 8 semaines, c'est un minimum, mais chez Anima Québec, on exige 12 semaines. Il faut qu'ils soient avec les mères 12 semaines. Après ça, un dernier, les fréquences de reproduction. Alors, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, l'usine à chiens,
c'est plus ce que c'était avant. C'est plus la grosse grange perdue dans un champ avec 200 chiens. Il y en a, malheureusement, qui existent encore, mais c'est souvent une personne ou plusieurs individus qui gèrent un cheptel qui est divisé dans plein de familles d'accueil. Et des fois, on reste très surpris, c'est dans des quartiers assez huppés. Et les femelles, beaucoup des femelles, sont placées dans des familles. On va dire aux gens, on va vous donner la nourriture ou on va vous fournir les soins vétérinaires, mais de temps en temps, on va la prendre, on va la faire saillir, elle va revenir gestante. Quand on regarde des fois là, à quel rythme ça se fait, c'est pas tellement le fait de le faire, parce que certains éleveurs qui doivent le faire. Hein, les familles d'accueil, c'est pas toujours tout mauvais. Mais si la femelle est retirée à tous les 3-4 mois, parce qu'on lui retire ses chiots, ses chatons à 6 semaines, puis qu'après ça, elle est ressaillie quelques semaines plus tard, c'est pas normal. Fait qu'il y a un règlement, il y a un article du règlement qui dit « Tu ne peux pas faire reproduire ta chienne ou ta chatte plus que tel nombre de fois par X nombre de périodes de temps. » Puis est-ce que ce règlement-là est suivi par quelqu'un? Est-ce que c'est vraiment encadré ou oui, il y a le règlement, mais si personne le sait, je vais le faire quand même? On est au tout début de l'application du règlement. Hein. C'est rentré en vigueur le 10 février 2024. Donc, c'est certain que ça a pris un certain temps avant que les gens soient conscients du fait que le règlement, il est là et oui, il est en vigueur. Ceux qui sont responsables vraiment de son application, si on peut dire, c'est le MAPAC. C'est-à-dire qu'ils ont un département d'inspection. Si vous appelez à la ligne 1-844 animaux parce que vous êtes témoin de quelque chose qui n'est pas normal, voire, tu sais, ça peut aller loin, là, ça peut être de la cruauté, c'est sûr que ça, c'est une autre catégorie, mais si vous appelez à cette ligne-là ou que vous écrivez un courriel à c'est très facile à trouver sur Google, là, à ce moment-là, ils vont ouvrir un dossier, le département de l'inspection, et il va y avoir des inspecteurs peut-être qui vont se déplacer pour aller constater la situation. Et sinon, c'est vraiment au bon vouloir. Puis là, j'ouvre une petite parenthèse, parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui nous le demandent, c'est assez surprenant, mais c'est vrai. Ils nous demandent, moi, je suis correct, dans le fond, j'ai lu ça, puis mettons les 20 articles, 25 articles qui s'appliquent à moi, là, j'en ai pas mal la majorité. OK, mais il faut tous les appliquer. Tu peux pas t'es pas dans un buffet où tu choisis lequel tu vas appliquer. Et l'exemple que je leur donne souvent, c'est quand tu dis à ton entourage, « Ah, ma chatte est gestante, elle n'est pas gestante à 30 % et elle est gestante à 100 % qu'il y ait 1 ou 6 chatons, est gestante. » Bien, le règlement, c'est la même chose. Tu dois l'appliquer. Tous les articles sont pertinents à ton établissement, ton lieu de garde, ça veut dire refuge, SPA, SPCA, élevage, tous les lieux de garde. Bien, tu dois appliquer tous les règlements qui s'appliquent à toi. Ta définition, mettons, du bien-être d'un animal dans un élevage ou dans une pension, ce serait quoi? Son quotidien, son mental, qu'est-ce qui se passe? Ce serait que c'est un établissement certifié Anima Québec et que, oui, évidemment, les besoins de base, de l'espace pour bouger, un environnement propre. Hein? On oublie souvent que l'hygiène, la salubrité, pourquoi la visite, des fois, est si importante? On a déjà eu quelqu'un qui est allé visiter un élevage et malheureusement, l'odeur était pestilentielle. Il n'y avait pas une bonne hygiène qui était appliquée. C'est pas qu'il y avait des excréments partout, mais si quelqu'un a déjà connu de l'urine de chat, pas stérilisé en plus, c'est quelque chose qui reste. Fait que, bref, tout ce qui est l'hygiène, la salubrité, ça inclut évidemment tout le contrôle au niveau de la biosécurité, parce qu'on sait que les animaux, virus, bactéries, parasites, tout ça, il faut que ça soit géré de façon extrêmement rigoureuse. Donc, ça, c'est la base. Une bonne alimentation. Il existe différents types d'alimentation. Nous, chez Anima Québec, on ne fait pas le procès de ça. L'éleveur choisit l'alimentation qui juge qui est la meilleure alimentation pour son élevage. Les pensions aussi ont toutes sortes de manières de procéder, mais ce qu'on recommande, c'est qu'un animal qui va en pension, souvent des petits troubles digestifs parce qu'ils sont stressés, ils sont plus chez eux, des fois, c'est mieux que le propriétaire apporte sa propre nourriture. Fait que toutes les choses de base comme ça,
c'est l'essentiel. Après ça, ben il y a le côté humain, le côté socialisation, le côté de ne pas rester enfermé dans sa cage 24 heures sur 24, puis de ne pas pouvoir avoir de contact avec soit d'autres animaux ou des êtres humains. Fait que ça fait le tour des choses de base. Puis en fait, ton opinion en tant que vétérinaire, dans le fond, soit une chatte ou une chienne qui va être reproduite plusieurs fois pour son corps, est-ce que c'est bon? Est-ce que, ou justement, vous mettez une limite parce qu'à un moment donné, ça devient trop pour son corps? Bien, je vais vous donner une réponse pas super claire, dans le sens que ce que j'ai appris, parce que même en étant dans le milieu depuis plus que 40 ans maintenant, puis en travaillant étroitement avec les éleveurs depuis 3 ans, j'ai appris énormément et je continue tous les jours à apprendre de ces fantastiques éleveurs-là et les propriétaires de pension aussi. Et ce que j'ai compris, c'est que vraiment, selon la race de l'animal, des fois, c'est mieux d'y aller avec des fréquences qui sont différentes. Évidemment, l'état de santé de l'animal, c'est la base. Si le vétérinaire ne juge pas que cet animal-là peut être reproduit, il ne doit pas être reproduit. Il y a un article du règlement qui le prévoit d'ailleurs. Il faut que le vétérinaire ait donné son aval pour qu'une chatte ou une chienne puisse reproduire. Mettons des bulldogs, là. Oui. Tu sais, ceux qui connaissent un peu ça, je veux dire, il y en a qui sont bien, mais il y en a qui sont très différents. Oui. Est-ce qu'ils peuvent être reproduits quand on sait qu'ils peuvent à peine respirer, qu'ils ont les membres tout croche, puis qu'ils ont la bouche tout croche, puis ils ont des caractères un peu weird? C'est légal aussi de reproduire ça? C'est tout à fait légal. On sait que quand on regarde au niveau mondial, il y a des endroits maintenant où certaines races n'ont plus le droit d'être reproduites. Malheureusement, là encore, moi, je me posais un peu la question au début quand je me renseignais là-dessus. Ça, il y a plusieurs années, j'ai commencé à plus me familiariser avec ça. Et presque tous les dirigeants qui prennent ces décisions-là le prennent pour une raison qui est vraiment, vraiment plate. C'est qu'il y a eu une reproduction, il y a eu de l'élevage à outrance, aucun contrôle au niveau de la consanguinité. On le sait, la consanguinité, ça cause des gros problèmes, pas juste physiques, mais psychologiques. Ça fait des individus qui sont psychologiquement parfois instables. Donc, si tu reproduis des pères avec des filles, des frères avec des sœurs, et tu continues à faire ça, vous pouvez imaginer le nombre d'individus que ça produit. Fait que peu importe la race, il y a des races dans certains endroits qui ont été bannies, pas à cause de la race. Puis je vous donne un exemple très, très clair. Les cavaliers King Charles. C'est des magnifiques chiens, ils sont superbes. Ils ont un petit peu été victimes de leur popularité, dans le sens qu'on le sait que, tu sais, pour ceux que ça fait très longtemps, comme les petits dinosaures comme moi qui sont là depuis des décennies, ben il y a eu une époque, c'était les Rottweilers. Après ça, c'était les Doberman. Après ça, c'était les Dalmatiens, parce que Disney a sorti un premier film de Dalmatiens. Fait qu'à chaque fois qu'on a une mode, il y a ce danger-là qui se pointe de la reproduction à outrance. Et c'est là que les problèmes surviennent. Fait que c'est très malheureux parce que les cavaliers King Charles, au Québec, on a encore le droit et on a des excellents élevages. Ce chien-là a été beaucoup popularisé par une série américaine qui s'appelait Sex and the City, puis où il y avait une des actrices un des personnages qui adoptait justement un cavalier King Charles qui était magnifique. Mais c'est ça que ça fait, ça crée des modes. Et là, ben, malheureusement, ça crée un mouvement. Et il y a des individus qui profitent de cette vague-là et qui font de la reproduction moins que recommandable. Donc, on est très loin du éthique et responsable. Et donc, oui, les bulldogs, en ce moment, il y a une petite montée où on dit « Attention, drapeau rouge », il y a des individus qui ont des énormes problèmes de respiration puis qui requièrent souvent des chirurgies excessivement coûteuses. Pas juste les bulldogs d'ailleurs, hein, les pugs qui ont connu une grosse augmentation de popularité, les Boston Terriers aussi. Ouais. C'est tous des chiens au nez plat, mais les chats aussi. Il y a des chats au nez plat aussi qui ont connu ces problèmes-là. Fait que je vous dirais que d'avoir peut-être une validation par un médecin vétérinaire qui a examiné l'animal puis qui a pu confirmer, c'est difficile à faire quand ils sont très jeunes, là, mais qui a pu confirmer que les voies respiratoires sont dégagées, c'est déjà une bonne chose.
On achève bientôt l'épisode. J'aimerais ça poser une dernière question. Dans notre société actuelle, ce serait quoi les changements qu'on pourrait apporter pour le bien-être de nos animaux? Pour moi, il y a 2 volets à ça. Le côté légal, il y a toujours de l'amélioration à faire. On s'en va vers l'amélioration, puis Anima Québec veut participer à cette amélioration-là. Moi, j'aime mieux regarder vers l'avant, puis dire, voici où on peut s'améliorer. Je vous donne juste 2-3 exemples. L'identification des animaux. Il y a beaucoup d'endroits maintenant où chaque animal doit avoir un numéro d'identification. C'est pas juste la micropuce. La micropuce, c'est un gros pas vers l'avant. C'est une très, très bonne chose, mais l'identification, ce serait quelque chose qui serait souhaitable éventuellement. À court terme, peut-être que ça ne se passera pas. Alors, déjà, si on appliquait le nouveau règlement, tous les citoyens ont le droit d'aller voir sur Google le nouveau règlement, les professionnels aussi. Il est accessible au public. Juste aller lire le nouveau règlement, c'est très... Il n'y a rien là. Les gens pensent que c'est un texte juridique super lourd. Non, c'est très facile à lire. Il y en a qui m'ont dit, tu sais, je pensais pas que ça allait être aussi agréable à lire parce que ça explique super bien. Fait que déjà, ça, c'est une chose qui pourrait énormément améliorer. Si les gens étaient beaucoup plus conscients du nouveau règlement, puis qu'ils s'en parlaient entre eux, puis qu'ils se disaient « Ah, tu vas adopter un chien, t'as-tu lu le nouveau règlement? Assure-toi que ton éleveur, il fait tout ça. » Déjà, là, ça serait une super amélioration. On le mettra en lien dans la description, le règlement. Très bonne idée. C'est tout? On a-tu fini? Oui, on a fini. Mais c'est ça, justement. J'ai pas d'heure. Ah oui. Merci énormément d'être venu nous parler. C'était super intéressant. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation.